très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de Notion, vous montrer l'usage qu'on en fait au sein de la boîte et ce qu'on a pu aussi développer avec nos clients et comment maintenant on pense que Notion peut être utilisé dans les entreprises. Je me présente Iris. Je vais te présenter aussi. Tout à fait. Moi, je suis Iris, je suis CEO de Autobox. Peut-être pour parler un peu plus de Autobox, j'ai commencé comme chaîne de projet. Puis, très vite, on a commencé à accompagner les clients sur nos chaînes. C'est le premier temps nos chaînes pour l'entreprise, de et voilà. Et puis, de fil en aiguille, je me suis occupée beaucoup des opérations internes. Et la chaîne est un peu notre meilleur ami pour gérer justement toutes les opérations. Je peux me présenter aussi. Je suis le fondateur de The Toolbox. Chez The Toolbox, notre métier, c'est d'accompagner des entreprises, principalement des petites et des moyennes entreprises, à gagner du temps au niveau de leurs collaborateurs. Donc, on va travailler avec principalement des solutions locales pour simplifier le quotidien des collaborateurs, designer des processus, optimiser ces processus et venir mettre des solutions technologiques en face de besoins métiers qu'il y a dans les entreprises pour leur faire gagner du temps. Voilà. Alors, on va commencer par trois petites questions. Est-ce que vous connaissez Notion? Tout le monde connaît Notion? Levez la main s'il vous plaît, comme ça on voit. Ok, tout le monde connaît, très bien. Qui utilise? Déjà, qui n'utilise pas? Ok, super. Ok, un petit peu. Et dans ceux qui l'utilisent, qui a le sentiment d'utiliser Notion à son plein potentiel? Très bien, très bien. C'est cool, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on croit tout le temps. En fait, Notion, c'est un outil qui est hyper puissant, qui donne en fait d'ailleurs souvent la sensation qu'on n'arrive pas à l'utiliser à son plein potentiel parce qu'il y a plein de fonctionnalités. En plus, en ce moment, ils sont assez dynamiques sur le nombre de features qui sortent. Il y a des nouvelles fonctionnalités tout le temps. Ça peut être encore plus compliqué pour ceux qui ne l'utilisent pas au quotidien de revenir 1 ou 2 semaines après et de voir qu'il y a des choses qui ont évolué. En plus, il y a plein de features même critiques qui sont sorties. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu comment est-ce que nous on l'utilise, quelques use cases, et voir un peu comment est-ce qu'on fait justement pour l'utiliser. On a aussi prévu d'allouer pas mal de temps aux questions. Yes. Très bien. Alors, pour commencer, peut-être juste un rapide résumé de ce qu'est Notion, de comment on l'utilise. En fait, en gros, moi j'ai découvert Notion il y a 4 ans. On avait des investisseurs de moi entre Toolbox et Notion. Donc on m'a présenté l'équipe en me disant c'est un outil qu'il faut absolument que tu découvres, parce que c'était la mission de Toolbox à ce moment-là, c'était faire découvrir des outils aux entreprises. Et Notion était à ce moment-là un peu le nouveau shiny object dans la Silicon Valley, et un outil qui commençait à être utilisé par de plus en plus de startups. Et à cette époque-là, en fait, nous, on s'organisait plutôt sur Airtable, et on cherchait d'autres outils en fait, pour comprendre comment organiser la boîte. Et moi, j'avais rien trouvé qui me permette de m'organiser de la manière dont je réfléchissais. Et c'était quelque chose de super important pour moi, parce que dans tous les outils où j'allais, on me demandait d'adopter une certaine manière de penser pour pouvoir utiliser l'outil, et ça ne me convenait pas particulièrement. Jusqu'au moment où j'ai découvert Notion, qui était à l'époque, dans sa première version, où il y avait des bases de données relationnelles, et c'était tout. Il y avait vraiment juste les bases de données relationnelles et les chercheurs. Et on a vu vraiment l'outil évoluer pour devenir aujourd'hui une plateforme sur laquelle vous pouvez faire un peu de tout en fait. Vous pouvez à la fois faire de la prise de notes, à la fois organiser et structurer de l'information ou de la donnée, des fichiers, avoir des intégrations avec d'autres types d'applications, remplir des bases de données, connecter ces bases de données et donc finalement aussi construire un espace de travail qui convient parfaitement à ce que l'utilisateur final va en faire. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant et eux se définissent maintenant en fait comme un espace de travail tout en un, le seul endroit où vous allez travailler, où vous allez pouvoir accomplir les tâches du quotidien. Il y a énormément du coup de cas d'usage en fait qu'on gère dans Notion chez The Toolbox. En fait, on a fait l'exercice, un peu comme ils le font d'ailleurs chez Notion, d'essayer d'y mettre le plus de trucs possible.
Alors pas forcément d'essayer de faire entrer les ronds dans des carrés et de faire des choses qui ne sont pas possibles à faire avec l'outil, mais plutôt de se dire si on doit avoir une seule source de vérité et un seul outil dans lequel on retrouve le plus de choses possibles, qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec l'outil. Et donc on gère plein de trucs dedans, à la fois sur une partie assez stratégique, le suivi de nos objectifs, les évaluations individuelles de nos collaborateurs, des demandes de congés, la gestion du recrutement, qui est un gros point, la gestion des onboarding aussi, du coup, sur cette partie plutôt people. À la fois, c'est notre base de connaissances aussi, c'est sur notre gestion des processus, un outil très important. On fait toute notre gestion de projet, qui est vraiment le socle principal de notre activité. Hein. Quand on accompagne les clients, on gère beaucoup de projets. Notre CRM aussi est sur nos chaînes. Nos notes de réunion, nos notes de frais, le suivi de dépenses, on fait de la veille aussi, et nos calendriers de contenu sur la partie marketing sont aussi sur nos chaînes. Donc ça fait des usages qui sont très 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 larges et qui étaient avant segmentés dans plein d'outils différents. Aujourd'hui, on a réussi à rassembler dans nos chaînes. Donc, ça a l'air de faire beaucoup en fait d'informations comme ça. Et beaucoup d'entreprises ou d'utilisateurs ont tendance à traiter nos chaînes dans un premier temps comme un wiki. Et donc, un wiki type Wikipédia, hein, donc en fait des pages. Et donc, ce qu'on va voir énormément dans les premiers usages de nos chaînes quand on découvre la plateforme, c'est plein de pages. On fait plein de pages et on crée des pages et des pages et des pages et des pages. Et en fait, au final, ces pages, elles pensaient qu'elles allaient nous aider à nous organiser et elles deviennent exactement le même bazar que ce qu'on avait dans d'autres applications. Du coup, nous, la manière dont on a trouvé de sortir de ce schéma-là et de créer une organisation qui soit plus scalable et dans laquelle on arrive à mieux ranger les choses et à s'organiser, c'est de travailler avec des bases de données. Donc, ce que vous voyez là, en fait, c'est le tableau de bord de nos données sources qui va rassembler toutes les bases de données qu'on utilise pour traiter l'information chez Autoblox. Ça veut dire qu'en fait, on a catégorisé tous les différents types d'informations avec lesquelles on travaille au quotidien, et on a rassemblé ces informations en forme de lignes en fait dans des bases de données. Donc, on a par exemple une base de données de clients dans laquelle chaque ligne est un client. Donc, on n'a pas une page qui vole pour un client, on a une base de données dans laquelle chaque client a sa page. On va avoir la même chose pour les tâches, pour les meetings, pour les documents. On a la même chose au niveau de la stratégie pour nos North Stars, qui sont nos grands objectifs stratégiques, et pour nos objectifs d'avancement, qui sont les objectifs du quotidien. On a la même chose dans notre structure, notre base de processus, les activités de l'entreprise, les pôles de l'entreprise vont être stockés. On est même allé plus loin, on a même une base de données pour nos pages, en fait. Parce qu'il y a des pages et des tableaux de bord qui sont, du coup, la façon la plus simple de rassembler des informations qui viennent de plein de sources différentes. Et bien ça, on le traite via une base de données aussi. Donc chaque ligne va être une page en particulier. Par exemple, notre CRM qui rassemble à la fois des informations sur nos clients, sur des tâches, sur des meetings, sur des prospects. Et donc, toutes ces informations-là, elles sont stockées dans une page CRM qui est stockée dans la base de données des pages. Voilà. C'est ça. Et donc en fait, on n'a absolument aucune page volante. Ouais. C'est du coup la page d'accueil et la page. Voilà, c'est ça. Mais toutes les autres pages sont vraiment stockées dans des bases de données. Du coup, je vais expliquer ça un peu plus en détail. On avait envie de vous montrer un peu 3 cas d'usage qu'on faisait de nos chaînes chez Autobox. Montrer un peu les différents types de complexité, de fonctionnalités qu'on peut utiliser. Des cas d'usage qui sont assez simples, d'autres un peu plus complexes. Et donc, essayer de vous montrer des choses un peu différentes. Donc, comme Jérémy l'a dit rapidement, en fait, nous, on a décidé d'organiser notre entreprise avec des pôles et des activités. On ne voulait pas cantonner en fait, les employés à des départements parce que justement, nos employés peuvent très bien travailler sur plusieurs sujets en même temps. On ne voulait pas quadriller l'entreprise. Et donc, on a créé ce système de pôles et d'activités. On a donc 3 pôles primaires et 6 pôles secondaires. Et en fait, l'idée, c'est que chaque chose qu'on fait, chaque tâche ou activité qu'on fait au quotidien, rentre dans l'un de ces pôles de ces activités. Et donc, en fait, ces pôles et ces activités sont 2 bases de données. Et donc, ça veut dire que toute l'information qui va se rattacher à nos activités, comme les projets, les rapports, les notes de réunion, les ressources, les objectifs, sont aussi des bases de données qui sont directement liées à ces pôles et à ces activités. Donc, en fait, quand on ouvre la page pôle d'une activité,
RH, on a créé plusieurs activités, donc le recrutement, l'onboarding, l'évaluation, la culture et le bien-être. Et je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ici, en fait, je suis sur la page de mon pôle, qui est en fait ici une base de données. Et donc, quand je rentre dans le pôle RH, hop, je vais retrouver en fait ici toutes les pages importantes. Donc, c'est ce que Jérémy expliquait. Donc, c'est une base de données de pages. Donc, ici, on a par exemple un dashboard de recrutement. C'est une page qui se trouve dans une base de données et qui est rattachée du coup à ce pôle. Ici, on a toutes les activités. On a du coup aussi les objectifs du pôle, donc les objectifs macro. Ici, on a les différents objectifs d'avancement, c'est-à-dire les objectifs qui sont en fait liés à une activité du pôle. Donc ça, on peut le faire justement grâce à cette fonctionnalité d'agrégation. Et ici, on a toutes les ressources, les notes de réunion et les processus qui sont liés à ce pôle-là. Soit directement parce qu'ils sont liés au pôle, soit parce qu'ils sont liés à une activité du pôle, et donc on peut retrouver cette information. Et puis ensuite, quand on rentre à l'intérieur d'une activité, pareil, on va pouvoir retrouver des informations plus granulaires qui sont aussi reliées automatiquement à cette activité-là, à savoir les pages importantes, comme un dashboard par exemple, les objectifs d'avancement qui sont liés à ça, les tâches, et à nouveau les ressources, les notes de réunion et les processus. Est-ce que c'est trop abstrait ou est-ce que ça va ou vous voyez un peu vers où on va? Là, ce qu'on voit, c'est que des bases de données. C'est que des bases de données, ouais. Enfin, c'est que des objets de base de données. En fait, une des fonctionnalités géniales de Notion par rapport d'ailleurs à tous les autres outils, parce qu'il y a plein d'outils de ce que je vais catégoriser comme un workOS, c'est-à-dire des outils qui essayent d'organiser toute la collaboration d'une entreprise et d'avoir une source unique de vérité. On va avoir par exemple ClickUp ou on va avoir Monday qui fait ça aussi ou Notion. En fait, le fait d'avoir des bases de données, mais que chaque base de données, chaque objet d'une base de données soit aussi une page, c'est quelque chose d'extrêmement puissant en fait. Et donc il n'y a que Notion qui permet ça à ce niveau-là et qui permet un niveau d'abstraction qui est juste incroyable et d'avoir en fait, des pages dans des pages dans des pages et du coup de pouvoir se servir des bases de données pour stocker des pages. Donc ouais, on a tout fait dans des bases de données. Oui. Au niveau de l'architecture, cela, on a vu des bases de données, de bases de données, de bases de données. Ouais, exact. Comment vous avez construit, en fait, avant de rentrer et de faire, est-ce que vous avez posé ça sur le papier ou pas Ça a été un travail itératif. En fait, ça fait 3 ans qu'on construit ça. Donc c'est une structure qui est assez agile. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on l'a pas modifié. Hein. Je pense que ce à quoi on est arrivé là, c'est vraiment nickel. Ça scale très très bien. Est-ce que tu as un document qui est visuel qui permet de voir toutes les imbrications On n'a pas fait un organigramme. Nous, en interne, on ne l'a pas fait parce qu'on se sent assez à l'aise avec le modèle. Et en plus, nous, on a décidé aussi qu'en interne, pas tout le monde allait pouvoir modifier, rajouter des bases de données, rajouter des liens. C'est vraiment Jérémy et moi qui sommes un peu garants de l'espace. Nous, on sait très bien un peu les connexions qu'on a faites et du coup, il n'y a pas vraiment de risque de venir dérouler tout ça. On n'a pas spécialement de représentation visuelle de qu'est-ce qui est connecté à quoi. Et je dirais que en fait, les bases qui sont le plus connectées aux autres, c'est probablement les activités qui sont connectées à plein de choses différentes. Je vais peut-être montrer, ça peut être juste intéressant. Ça charge. Je tourne justement sur l'activité. Ouais, ça c'est une page qui est cool pour bien comprendre notre organisation. Oui. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quoi est reliée cette page d'activité. Elle est reliée du coup à un pôle évidemment, aux objectifs d'avancement comme je disais tout à l'heure, mais aussi aux meetings, aux documents et aux ressources. Donc ça en fait c'est une seule base dans laquelle on peut avoir 3 types de documents. Elle est liée aussi à notre base de connaissances. Donc si on a un processus qui est relié au recrutement, du coup on va pouvoir le lier directement. C'est aussi lié à notre système de tracking de temps en interne, à nos documents et ressources et aussi du coup aux pages. Voilà, c'est ce qui permet de savoir un peu qu'est-ce qui est lié à quoi. Et en fait, on peut faire à notre niveau, en tant qu'architecte, entre guillemets, très facilement des liens. Et après, les liens peuvent se répercuter automatiquement dans la structure. Et
maintenant, ouais. J'avais une question sur les pages qui sont donc dans la base de données. Ça vous permet de générer des menus donc, dans les différents pôles et sous-pôles. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations, d'autres avantages pour ça comme ça? Oui, le fait de pouvoir leur donner des propriétés. Parce que les pages classiques n'ont pas de propriété. Et donc, typiquement, sur une base de connaissances, par exemple, il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à la stocker dans un wiki. Mais sur des articles de connaissances, on a envie de donner des propriétés. On a bossé là dans un projet pour une grosse startup qui a une très très grosse base de connaissances. Et en fait, chaque article dans cette base de connaissances a des propriétés. Typiquement, ils doivent être renouvelés tous les 3, 6 ou 12 mois. Et donc, en fait, ils n'avaient pas de possibilité de dire à quel moment est-ce qu'il avait été édité en dernier, par qui, est-ce qu'il était encore à jour ou pas. Et donc, le fait de tout stocker dans une base de données, bah, ça permet de créer ces propriétés et donc de dire cet objet de connaissance-là, il doit être renouvelé tous les 3 mois, par exemple. Et donc, après, de pouvoir créer une formule en disant, eh bien, si la dernière date de modification, elle est il y a plus de 3 mois, à ce moment-là, on va mettre une alerte en disant qu'il faut que ce soit renouvelé. Oui. Il y a d'autres façons d'interfacer au niveau visuel que façon Trello. Oui, bien sûr. Ouais, il y a plein de vues différentes. Alors, ça dépend du contexte. Là, on est sur une vue donc en colonne. Il y a aussi une vue en galerie donc, qui permet d'avoir toutes les cartes les unes en dessous des autres, enfin les unes à côté des autres aussi, mais sous forme de galerie. Il y a moyen de le faire en liste. Il y a moyen de le faire sous forme de tableau. Ici, on a vraiment plusieurs vues. En fait. Ici, c'est la vue galerie. C'est justement là, cette vue liste. Ici, c'était la vue. Ouais. Et après, sur les objets qui ont des dates, il y a aussi des calendriers et des lignes du temps qu'on peut faire. Il y a un calendrier qui est intégré à l'intérieur, c'est ça? On peut intégrer le calendrier, typiquement sur les notes de réunion. Tu montrais la page d'accueil? Ouais, la page d'accueil. Voilà, ici. Une question sur les tâches. Tout à l'heure, on parlait des tâches. Est-ce que du coup, c'est genre si j'ai tâche RH et tâche d'un autre pôle, c'est la même database qui est filtrée? Chez nous, ouais. Et comment vous arrivez à gérer? Parce que du coup, j'imagine, enfin, nous on a le problème, du coup, chaque pôle va avoir ses propriétés et on se retrouve avec une table qui fait. En fait, tout dépend. C'est une super bonne question. Il y a vraiment des questions à se poser. Ça revient un peu à ce que disait Bruno sur au moment où on va créer les bases. Est-ce qu'il faut une base de tâches par pôle, par exemple, ou est-ce qu'on veut une base de tâches globale? C'est vraiment, ça dépend. Pour nous, une tâche, c'est vraiment quelque chose de très standard. On n'a pas, beaucoup de propriétés en fait. On a une échéance, un responsable. Ouais. Est-ce que c'est terminé ou pas? Ouais, je crois qu'on n'a pas de type de tâche. Non. On est assez simple. Vraiment, sur les tâches, nous, on est très minimaliste en fait. Parce qu'il y a tellement de contexte autour que la tâche, c'est vraiment un élément simple. Et c'est plutôt le contexte dans lequel se trouve la tâche qui va déterminer les autres propriétés. Oh, excusez-moi, je suis arrivé, c'était déjà commencé. Okay. Moi, ma question, c'est toute cette application est faite en no-code, c'est uniquement par la base de données. Là, c'est vraiment Notion, c'est juste un seul outil qui permet de créer cette organisation. Ok, donc le point d'entrée, c'est la base de page. Et ensuite, vous avez la structure qui est des bases. Il y a des bases de données et après, l'objet, ça va être une page. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est vraiment, après on les structure comme on veut, c'est extrêmement puissant. Très bien. Donc l'objectif c'est vraiment d'arriver à ce WorkOS, donc c'est un espace de travail en ligne collaboratif qui va être utilisé par tous les collaborateurs. Et à la différence d'outils plus classiques de integrated software où chaque utilisateur va avoir une utilisation différente de l'outil en fait. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. My question is in English. You can answer in French. It's fine. Okay. So, does Notion have a kind of API, and maybe also can you talk a bit about webhooks between Notion and can anyone set up a webhook? It does have an open API. It's connected to Make is the best automation software to run automation on Notion, and you can. There are a few different triggers that you can use. You can, for example, watch a database. And if something is changing according to a condition that you set, then you can start an automation and do basically whatever you want that you can do with Make, so a lot of things. But yeah, you can run automations, but Notion has acquired Automate.io a few months back, and so they are currently developing an internal automation engine that will probably be released in the coming 6 or 12 months. And this will go probably the same way that the Airtable or Monday automation engine goes. So it's like basically an internal API.
Okay, and if I have 50 pages of things on Notion, I can just import that to somewhere else. Yeah, you can export as a CSV or as HTML, for example, but it depends on where you want to import it. To Firebase or some cloud also? CSV then, if you have a user base, yeah, you can just export CSV and import it back to Firebase, for example. Alors avec cet outil, où sont mes datas? Où ils sont hébergés? Aux États-Unis, AWS. Donc niveau sécurité, c'est vraiment top. En plus, il y a double authentification. Enfin, niveau vraiment sécurité, c'est du standard, mais très haut de gamme. Mais les données sont aux États-Unis. J'ai juste une question, la double authentification, c'est que sur le plan entreprise ou... Je suis pas sûr que ce soit. Non, par contre, ce qui est single sign-on et user provisioning, ça c'est que sur le plan entreprise. Mais double authentification, je pense pas. Tout ça, par contre, c'est que en ligne. Il n'y a pas de version offline. Mais elle fonctionne pas très bien. Il y en a une, mais elle n'est pas optimale du tout. C'est que sur les pages qui sont téléchargées d'avance. Que tu as déjà ouvert. Que tu as déjà ouvertes, ouais. Et c'est pas idéal. Je pense qu'ils vont retravailler là-dessus un moment, mais c'est pas idéal. Il y aura une version. Enfin, parce que peut-être un jour. C'est très collaboratif. Ouais. Ouais, mais ça peut bloquer. Le futur de l'internet, c'est Starlink, tout le monde internet tout le temps. Un jour, il n'y aura plus ce problème. Ouais, enfin, TGV, peut pas internet. Mais Starlink, internet va venir de l'espace. Il y aura, je pense. C'est juste une question de temps. Pour rebondir sur la question précédente, vous, dans votre organisation, vous utilisez Make pour faire déplacer la data ou... Oui, alors on essaye de ne pas utiliser trop d'automatisation sur nos chaînes et de limiter et d'utiliser plutôt les fonctionnalités de la plateforme comme eux ils l'ont pensé. Mais on a des automatisations. Par exemple, on a un système de gestion des temps et tout ce qu'on appelle des commits, et tous les commits sont transférés dans une base Airtable pour pouvoir les gérer différemment après, sur une base beaucoup plus automatisée du coup. Ce qu'Airtable permet mieux de faire. Ouais. Vraiment gestion de la data avec l'automatisation. C'est le seul cas d'usage avec les C'est le seul automatisation. aussi, mais ça c'est simplement. Ouais, mais c'est les automatisations en France. On a de la data qui vient dans nos chaînes. Alors, sur le suivi des objectifs, donc qui est un peu le deuxième use case qu'on va vous présenter. Moi j'avais, en fait quand on a créé ce process, moi j'avais besoin qu'on s'organise et de pouvoir avoir une gestion des objectifs à deux niveaux. D'un côté des objectifs plutôt stratégiques que moi j'appelle des North Star, donc en fait moi qui vais fixer les objectifs de la boîte sur 6 ou 12 ou 18 mois, vraiment la direction qu'on prend de façon stratégique, et ensuite on va décliner ces objectifs sur ce qu'on appelle des objectifs d'avancement, qui sont des objectifs à plus court terme et qui se comportent un peu plus comme des projets. Et c'est ces objectifs-là en fait qu'on va traquer et sur lesquels on a même d'ailleurs ajouté un système de suivi des temps pour savoir combien de temps est-ce qu'on passe sur chaque objectif. C'est ça. Donc en fait, les objectifs d'avancement, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler les projets internes. Parce que les projets internes, au final, servent toujours à répondre à un objectif qu'on s'est fixé. Et donc, du coup, moi, en tant que justement gérant des opérations internes, j'avais vraiment besoin de pouvoir suivre chacun des objectifs. Et moi, mon but premier, c'était vraiment qu'on puisse atteindre nos objectifs à temps et qu'on arrête d'avoir des projets internes qui peuvent vraiment traîner dans la durée parce qu'au final, il y a toujours un peu plus urgent à faire au niveau des clients. Donc moi, je voulais vraiment qu'on puisse structurer tout ça et que tout soit carré. Donc évidemment, on avait pas mal d'informations qu'on voulait suivre pour chacun des objectifs, de savoir qui était responsable, quel était le statut d'objectif. Et surtout, en fait, ces notions de temps. Donc, combien de temps est-ce qu'on peut consacrer à ce projet interne pour s'assurer qu'on y passe assez de temps, mais qu'on n'en passe pas trop non plus. Ça, c'est assez important. En fait, à chaque fois qu'on commence un projet interne, qu'on fixe un objectif, on définit au préalable la quantité de temps qu'on aimerait y allouer. Par exemple, 50 heures, ou juste 20 heures, ou 100 heures. Et du coup, on va aussi déterminer la date butoir et forcément, en fonction de la quantité d'heures qu'on a définie, on va avoir une charge de travail hebdomadaire plus ou moins forte. Et c'est cette charge hebdomadaire que moi j'avais envie de pouvoir traquer pour savoir, ok, là on est à la fin de la semaine, combien de temps est-ce qu'on a passé sur cet objectif? Beaucoup trop. Dans ce cas-là, ça peut être problématique parce que ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas assez concentré sur d'autres problématiques, ou qu'on avait mal estimé, ou qu'il y a des problèmes et que du coup, voilà, on a besoin moi j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a passé autant de temps. Et donc on a justement
défini un peu toutes ces propriétés pour pouvoir gérer les objectifs. Et donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Comme Jérémy le disait, on a d'abord les objectifs North Star, mais qui sont en fait fixés sur les pôles. Donc ça, c'est pas vraiment les objectifs qu'on va suivre au quotidien, c'est vraiment plus une boussole, savoir un peu vers où on se dirige en tant qu'entreprise. Mais par contre, on a les objectifs d'avancement qui sont fixés au niveau des activités, et ça, c'est vraiment les objectifs qu'on va suivre toutes les semaines. Et donc ici, on a ce tableau de bord en fait, qui nous permet de voir tous les objectifs par activité. Et en fait, avec cette petite carte, moi, je peux voir simplement justement le temps qui a été consommé, par exemple, la dernière semaine. Et donc, par exemple, ici, typiquement, on a consommé 0 heure sur cet objectif, donc ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur cet objectif-là. C'est pour ça que j'ai cette petite alerte qui me montre que là, il y a un problème, on n'a pas assez consommé d'heures. Quand j'ai un petit check comme ça veut dire qu'on a consommé le bon nombre d'heures. Et en fait, je vais vous montrer. Il s'agit en fait simplement d'une formule qui nous permet de dire, par exemple, si on a dit que la charge... C'est pas très compliqué, ouais. Non, c'est pas très compliqué, ça paraît, mais c'est pas très compliqué. Par exemple, on a dit que la charge hebdomadaire, c'était 5 par semaine, donc ça se calcule aussi automatiquement. Si on est en dessous de 50% de 5 heures ou au-dessus de 150% de 5 heures, là on va avoir une alerte qui dit soit vous n'avez pas passé assez de temps, soit vous avez passé assez de temps. Et si on est autour, donc à l'intérieur de cet intervalle, on se dit ok, on a respecté plus ou moins la charge de travail. Donc ça, moi, ça me permet vraiment de voir, voilà, typiquement organiser nos codes summit. La semaine dernière, on a charbonné, là clairement on a passé énormément de temps par rapport à la charge hebdomadaire qu'on s'était fixée. Ce qui est aussi vachement intéressant, c'est justement cette notion d'heures consommées. C'est de comprendre, au total, on s'était dit qu'on allait passer 100 heures pour cet objectif. Ici, par exemple, voilà, par exemple, le code summit, voilà, on est arrivé tout pile, on a bien estimé. Ici, on a passé un peu plus de temps. Et du coup, ça permet aussi de voir justement encore combien d'efforts est-ce qu'on peut allouer à chacun des objectifs. Je ne sais pas si vous voulez rentrer en détail sur une formule, par exemple, montrer un peu comment on a fait tout ça. Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. C'est juste une question, c'est vous avez des templates que vous proposez sur lesquels on peut ensuite rentrer et ajuster, comme vous venez de montrer? Oui, on en a. Alors on est en train de changer un peu notre mode opératoire là-dessus. Parce qu'on a vendu des templates en fait, tout au long de l'année dernière, mais on se rend compte qu'il y a vraiment un accompagnement qui est nécessaire, et donc en fait on va arrêter de vendre des templates. Par contre on a une bibliothèque de templates de malade, ça oui, mais donc l'objectif maintenant ça va plutôt être de se servir de ces templates pour accompagner nos clients et de leur dire en fait vous pouvez piocher dans notre bibliothèque de templates comme vous voulez, la seule condition c'est que c'est nous qui les implémentons. On vous aide à les implémenter, on vous aide justement à optimiser et à bien les comprendre et à choisir les bonnes variables. Mais ouais, tout ça évidemment est duplicable. C'est une aussi des qualités fondamentales de Notion, de pouvoir simplement dupliquer n'importe quelle page et que donc on puisse se l'approprier sur un autre espace de travail. Si c'est vous qui les implémentez, on ne peut pas les tester alors pour vérifier aussi, évidemment. J'ai une petite question donc, sur le suivi du temps des objectifs d'avancement. Je suppose que vous avez des projets qui sont liés à ces objectifs, donc c'est le cumul des temps des projets. C'est eux les projets en fait, c'est ces objectifs-là, les projets. Okay. Et ouais, peut-être moi juste le truc que j'aurais dit pour compléter, et ce qui est vraiment génial, c'est que là, on est typiquement sur un cas d'usage qui est user-based. Donc en gros, on aide Iris à faire son travail. On a construit un outil pour Iris qui l'aide elle au quotidien. Il n'y a personne d'autre en fait qui regarde ça. Et ça intéresse en soi pas grand monde dans la boîte, même si c'est transparent et que tout le monde y a accès. C'est vraiment, ce tableau de bord-là, il est pour Iris, quoi. Et c'est ça que je trouve génial, c'est la capacité de créer des outils pour une seule personne qui vont vraiment lui simplifier son quotidien et lui permettre d'être plus efficace dans son travail. C'est vraiment comme ça que je vois en fait le futur du travail, avec des outils qui sont adaptés à une personne sur des données qui pourtant sont accessibles à tout le monde. Excuse-moi, sur l'implémentation du temps consommé, comment, comme utilisateur
opérationnel. Les commits, ouais, je peux vous montrer. On l'a directement à l'intérieur, hein, je pense. Ouais. Bah, en gros, chez nous, chaque objectif fait l'objet de X actions, et puis après, il va faire aussi l'objet d'une définition très stricte. Et après, est-ce qu'on a... On les a pas mis, ils sont pas dedans. Ok. On les remplit pas. En fait, tu veux montrer, peut-être que tu veux montrer le tien. Je vais chercher mon avis. Je pourrais expliquer. En gros, on a dans la base de données d'utilisateurs où chacun a son propre tableau de bord dans lequel il va retrouver toutes les informations de l'espace de travail qui le concerne, dont en fait la gestion des temps. Et donc on va avoir ici, par exemple, notre système de gestion des temps où en fait en interne on fonctionne avec ce qu'on appelle des commits qui est une gestion du temps intentionnelle. On va investir du temps sur des actions qui sont soit des projets pour les clients, soit des objectifs internes. Et donc en fait c'est là que ça se passe. Au fur et à mesure de la journée, on investit ces commits et c'est ça qui est traqué en fait dans les projets. Et donc ça se passe ici sous forme de timeline en fait où on va par exemple ici venir ajouter voilà, ça se traduit comme une nouvelle page, mais en fait c'est un nouveau commit. Et donc ici chaque élément représente un investissement en temps sur une activité ou sur un client. Et donc quand on travaille sur des clients, on va même avoir en fait, un type de tâche et on va avoir un type d'outil aussi avec lequel on a accompli la tâche. Ce qui nous permet en fait d'avoir nous une approche très très granulaire de la donnée et de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur. En fait, je travaille sur Mac et je me suis créé un petit peu mon propre Notion, on va dire, perso. Et je passe tout le temps par Spotlight. En fait. Tout passe par Spotlight. Et en fait, je voulais savoir s'il était possible, avec un raccourci, je sais pas, de passer directement du Spotlight, on va dire, du Mac, directement à un endroit où on veut dans Notion. Peut-être avec un outil comme Alfred, tu vois, des outils d'automatisation des raccourcis clavier et tout. Il y a des outils comme ça qui permettent vraiment au niveau perso de faire de l'automatisation très poussée sur les raccourcis clavier, les endroits où tu vas te retrouver. C'est ça en fait qui me bloque un peu pour passer vers Notion, c'est que j'aime bien partir d'écran d'accueil sur l'ordi et d'arriver tout de suite où j'ai envie. Et passer directement. Je trouve que la recherche est de plus en plus puissante, mais jusqu'à arriver directement à cet endroit-là. Si tu peux mettre éventuellement des widgets, mais tu dois les configurer quoi. Mais pour tes pages les plus fréquentes. Ouais, mais c'est pas. Ah, mais vraiment rentrer dans la page. Comme si j'étais sur le logiciel, j'ai atteigné tout de suite la page que je voulais, mais dedans. Ouais. Bah, y a ça sur iPhone, tu as des widgets qui te permettent de consulter une page en particulier. D'accord. De façon ça serait puissant. Ouais, il n'y a pas sur Mac. Mais tu peux te créer par exemple un tableau de bord où quand tu rentres dans Notion, tu as des liens qui vont vers ces pages-là. Ça, c'est envisageable. Pour la notion du temps, en fait, c'est les gens qui disent combien de temps ils ont travaillé sur une tâche. Il n'y a pas un time tracking. En fait, au fur et à mesure de la journée, chacun le fait un peu comme il veut, mais moi, au fur et à mesure de la journée, quand j'ai terminé une tâche, je vais dans mon tableau de bord, on implique et je dis voilà, on va passer une demi-heure sur telle. Mais tu vois, si dans ta journée, par exemple, tu as passé 5 minutes à un moment, puis 10 minutes à un moment, puis une demi-heure à un moment, on ne te demande pas de mettre 5, 10. C'est une mesure intentionnelle du temps. C'est pour ça que ça s'appelle un commit. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'investir intentionnellement du temps sur quelque chose. Tu vas dire, aujourd'hui, j'ai passé une heure là-dessus. C'est pas un tracking de ce que tu as fait. Non, c'est pas un tracking. Okay. Non, ce serait vraiment compliqué, je pense. Et question équivalente dans la continuité, pareil pour les outils utilisés. Ouais. Okay. Il faut le saisir soi-même. C'est pas identifié. Uniquement si c'est sur des projets clients. Parce qu'on veut comprendre en fait avec quel outil est-ce qu'on travaille le plus. Ok. On va peut-être poursuivre sur le temps de tout faire. Le troisième use case que je voulais vous montrer, c'est un use case assez simple. C'est celui qui nous permet du coup de gérer, de faire notre suivi RH, et plus particulièrement de gérer les entretiens et les évaluations individuelles. Et donc là, en fait, on utilise des fonctionnalités très basiques de Notion, il n'y a pas cette notion de formules ou quoi que ce soit. Et ça nous permet vraiment de systématiser nos pratiques RH
Et donc pour ça, en fait, on a une base de données d'entretien. On a plusieurs templates en fonction des différents entretiens, à savoir les one-to-one mensuels, les évaluations biannuelles, mais aussi par exemple des rapports d'étonnement. Donc ça, c'est des rapports qu'on fait compléter à nos nouveaux collaborateurs au bout de 2 semaines pour récolter un peu leur feedback sur ce que pensent de leur onboarding et de arriver chez le Toolbox. Et du coup, je vais aussi vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, donc on a tout simplement notre base d'entretien qu'on peut classer par personne. Et du coup, comme je disais, on a ces différents templates. Par exemple, ici, si je prends le rapport d'étonnement, c'est tout simplement ici une table à l'intérieur avec différentes questions que du coup l'employé peut remplir et qu'on peut consulter par la suite. Ouais, la notion de la culture de l'écrit en fait, qui est assez importante chez nous. On essaye de documenter beaucoup de choses pour pouvoir après s'y référer ou pour que c'est très transparent. Donc dans l'entreprise en fait, on puisse après aller se balader et consulter des choses. Alors évidemment, il y a des informations sensibles comme les entretiens biannuels, ce genre de choses qui ne sont pas à la disposition de tout le monde. Mais on essaye au maximum en fait d'adopter cette culture de l'écrit. C'est hyper puissant en fait avec Notion, parce qu'on peut très facilement après partager ces pages, y donner accès à l'intérieur de l'entreprise et même à l'extérieur. Et donc c'est un use case que je trouve assez puissant parce qu'en fait il y a très peu d'outils qui permettent de faire ça. Notion n'est pas spécialement un outil de RH, mais en fait donner à des RH, encore une fois, pour améliorer le métier et ce qui est fait au sein de ce métier-là, ça va donner des nouvelles capacités et ça va permettre de stocker très facilement l'information, de pouvoir la trier, de pouvoir la partager avec d'autres personnes, de pouvoir ajouter des fonctions aussi grâce aux formules, une fois qu'on utilise les bases de données. C'est vraiment ça qui est génial, c'est, je pense, d'améliorer les métiers. Je veux savoir, en ce qui concerne tout ce qui est fichiers, documents, images, etc., c'est géré comment? Alors on peut les intégrer de plusieurs manières. On peut soit créer une nouvelle propriété qui va être propriété des documents, par exemple, dans laquelle on peut stocker plusieurs documents. Ça peut être des fichiers PDF, des fichiers avec des types d'extensions, des images. Il faut savoir qu'une fois qu'elles sont stockées à l'intérieur de Notion, de nouveau, on est sur un serveur cloud AWS aux États-Unis. Il n'y a pas de limite de stockage à Notion, donc ça veut dire que vous êtes sur une Tera, à un moment ça va laguer un peu. Dans le plan cible. Mais dans le plan gratuit, il y a des limites. Vous êtes à 5 Go dans le plan gratuit. Mais dès que vous êtes sur un plan payant, il n'y a plus du tout de limite à la taille des fichiers que vous pouvez stocker. Et sinon, vous pouvez aussi, avec des intégrations, faire des liens vers l'extérieur. Par exemple, vous pouvez intégrer des intégrations de Google sur Dropbox. Alors, Dropbox, c'est un peu moins commun. L'intégration n'est pas native, mais vous pouvez mettre un lien par exemple. Ouais, mais Google Drive, très bien. Une question par là, si vous la voyez. C'est les droits en fait, justement d'accès. Par exemple, là, je vois il y a un one-one, c'est dans la même database que d'autres types de. En fait, cette base-là, elle est restreinte par nature. Donc tout le monde n'a pas accès à la base des entretiens. Ou alors, ce qu'on va pouvoir faire. En fait, les accès et les permissions sont beaucoup plus puissantes maintenant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner accès soit à une base de données, soit à des éléments spécifiques dans la base de données. Et ensuite, on peut donner accès soit à des groupes d'utilisateurs, soit à des utilisateurs particuliers. Et donc, en fait, en fonction de ça, on peut moduler complètement ce qu'on veut faire. Donc, à chaque fois que tu vas ajouter un one-one, ça sera que la. On va autoriser à l'utilisateur qui est concerné par le one-one, on va partager à cet utilisateur-là. Jusqu'à un jour où ce sera probablement dynamique. Pour l'instant, voilà, il faut le faire à la main. Et il n'y a que vous deux, du coup, qui avez le droit de. Parce que s'il y a des équipes qui fonctionnent de manière différente, il n'y a que vous deux qui avez le droit de modifier l'architecture de database. Et vous êtes combien là-dedans? Je pense que un système comme ça va très bien marcher jusqu'à 25 personnes, d'avoir vraiment tout dans le chaîne. Et quand il y a trop d'équipes différentes, après, il va falloir déléguer cette capacité de modifier les bases ou l'organisation de l'équipe au niveau du manager de cette équipe. Mais si on veut tout mettre dedans, je pense que jusqu'à 25 personnes, ça sert très bien. Après, il faut faire des ajustements, je pense.
Voilà. Le monsieur avant moi. Juste, non, si tu peux revenir, en fait, pour bien comprendre votre raisonnement, parce que si on ouvre le rapport de paiement, c'est une page, mais en fait, non, c'est une autre base de données où chaque question est considérée comme un cellule d'une base de données. Et comment c'est rempli alors? En fait, ici, Il y a un formulaire où ils remplissent les cases d'une base de données. Ils ont accès à cette base-là, on leur donne accès. En fait, ici, il n'y a pas de contenu à l'intérieur de cette base-là. C'est pas de vide. Du coup, on s'en sert juste pour pouvoir avoir plusieurs propriétés. En fait. C'est ça qui est intéressant. On peut aussi avoir des selects. C'est pour ça qu'on n'utilise pas une un tableau. Oui, tu mets un tableau. Mais là, c'est plus Ça sympa. sera moins facile. Il faut vraiment raisonner en cellule de base de données, mais jusqu'au bout. Quoi. En fait, il y a cette, on a le choix. Ce qui est génial dans Notion, c'est que chaque objet d'une base de données peut être une page. Bien, en fait, c'est une page, on a le choix d'utiliser ou pas. Et ça, non. On peut mettre une base de données dans la page, mais ça ne peut pas être une base de données. Ça ne peut pas être directement une base de données. Mais ça y est presque. C'est les différences qui vont se trouver après sur l'API. Si tu veux faire un call, si tu ne peux pas faire un call, du coup, ce ne sera pas une base de données. Tu vas avoir une page, c'est un objet de base de données. Et un objet de base de données ne peut pas être objet et base en même temps. Est-ce qu'on peut sortir facilement? Je m'explique. Finalement, ça ne me plaît plus, mais ça fait quand même un petit moment que j'utilise, et donc j'ai fait des bases de données, de bases de données, de bases de données. Je veux en sortir. Est-ce que c'est facilité ou pas? Facilité, je n'irai pas jusque-là quand même. Non, est-ce qu'on peut par exemple exporter tout son espace de travail en HTML? Ok. Bon, voilà, ça c'est possible. Après, si vous avez des développeurs derrière qui peuvent reproduire le schéma, dans ce cas-là, vous allez pouvoir le réimporter. Vous pouvez aussi exporter toutes les bases de données en CSV. Et ça, c'est vraiment facile, c'est pratique. Et ça va faire plusieurs bases de données, one by one ou... Bah, va falloir exporter les bases de données par une. Ouais. Mais bon, c'est quand même. Vous avez la possibilité de le faire. Quoi. Si vous exportez tout en HTML, là, vous pouvez exporter l'entièreté de l'espace de travail en un seul. D'accord, il n'y a pas de système de migration, d'outils de migration. Je ne sais pas trop qui aurait intérêt à faire ça dans Non, mais par contre, en termes de législation, à un moment donné, on peut vous imposer de faciliter ce type de sortie pour ne pas verrouiller. Le législateur peut finalement imposer ce qu'il veut, probablement. Mais est-ce que après c'est suivi et est-ce que ça marche? Là par exemple, on n'a plus le droit d'utiliser Google Analytics. Ce serait bien curieux de voir la proportion de sites qui utilisent encore Google Analytics. Je pense, quasiment. Je ne sais pas qui l'a enlevé en fait. Moi je reçois des mails pour me dire oh, vous devez sortir Google Analytics. Probablement. Ah, mais c'est pas les cas ici. Dans quel type d'entreprise? Pour avoir un moment une obligation de. Je suis conforme. Oui, bien sûr. Et le temps qu'on passe dans l'outil, il apparaît quelque part? Vous avez sur la version entreprise, vous avez des logs. Donc vous pouvez voir exactement qui fait quoi, modifie quelle page, ajoute quelle page, réfléchit. Comment vous gérez la recherche? Parce qu'à un moment, vous avez des pages, vous n'êtes pas dans les bases de données, moi j'ai un petit peu de problème, parce que je cherche quelque chose, vous avez accès à une page, c'est important. Bien sûr. En fait, c'est pour ça aussi qu'on a décidé que, comme on disait, on a une page volante. Donc en fait, avec le système d'activité de pôle, a priori, ta page elle est plus rattachée à un sujet particulier. Et du coup, c'est une recherche contextuelle en fait. C'est une recherche contextuelle. On va se rendre sur le tableau de bord RH, pour retrouver peut-être le dashboard qu'on avait créé. S'il s'agit d'une tâche, par exemple, qui fait partie d'un objectif d'avancement, c'est tout faire aussi pour les vidéos. En fait, on n'a pas fait la nature de recherche justement grâce à ça, parce qu'on a vraiment évité d'avoir des pages volantes. Mais la recherche s'améliore, la fonctionnalité de recherche s'améliore, il y a de plus en plus de fonctionnalités dedans pour maintenant faire des recherches par page par exemple, ou faire des recherches avec des chaînes de chance, des chaînes de caractères spécifiques, c'est de plus en plus complet. Pour les comics, ça va quand on ne fait pas de recherche sur les comics. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'agrégation en fait. J'avais deux questions. Une concernant l'API qui est toujours en bêta, je crois. Alors avant, elle évoluait de façon un peu sauvage. Est-ce que ça, maintenant, c'est stabilisé et on peut l'utiliser en prod? Elle est plus en bêta. Mais elle reste encore jeune, on va dire. Ouais, ok, bon, faire attention.
Et ma deuxième question, c'est à quel moment vous vous dites, ok, ma gestion de données là, dans Notion, ça va plus et je passe sur Airtable. C'est quoi l'arbitrage que vous faites par rapport à ça? On le fait direct. Je pense pas qu'il n'y a aucune donnée aujourd'hui dans Notion qu'on va déplacer à un moment dans Airtable. Les données qu'on a dans Notion, c'est des données qui ont vraiment plutôt un caractère humain, qui vont être contextuelles, qui vont être traitées par des humains, qui ne sont pas des données qui ont vocation à être agrégées. Les seules données qu'on transfère vers Airtable, encore une fois, c'est les données comics. Ce sont des données qu'on ne gère jamais dans Notion. On les introduit dans Notion parce que c'est plus pratique, plus confortable pour les collaborateurs parce qu'ils travaillent là au quotidien en fait. Mais ensuite, on les exporte tout de suite, tous les jours. Tous les jours. On fait un export par jour, tous les comics on les sort, et automatiquement bien sûr. Et on va les mettre dans Airtable où ils ont du coup là une gestion agrégée qui va pouvoir servir à automatiser différentes choses, qui va permettre à faire des déclaratifs pour les clients, combien de crédits ont été découpés. Ah voilà, la conclusion. Donc, la conclusion, en fait, elle est assez simple. C'est que, après avoir passé vraiment beaucoup de temps sur Notion, discuter avec les équipes, accompagner des centaines de boîtes, moi j'arrive quand même à la conclusion que Notion c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une compétence. Être bon sur Notion, c'est important. Et on ne peut pas juste attendre des gens pour mettre l'outil dans leurs mains et que tout à coup ça change leur vie. Notion va vraiment changer votre vie et changer votre entreprise, mais on a besoin d'y allouer du temps et de la même manière, ça reste un outil, donc on va avoir besoin aussi de bien définir ce processus. Un travail qui peut se faire aussi un peu en parallèle, hein. On va à la fois évoluer sur l'outil, faire évoluer ses processus, continuer d'évoluer sur l'outil, et donc ça c'est les deux premiers points, et le troisième point, c'est, comme on y a fait référence pas mal pendant le talk, c'est d'adapter au user. La vraie puissance de Notion, c'est de pouvoir créer pour chaque collaborateur sa propre manière de travailler en fait, sur base des données qui sont utilisées par toute la boîte. Et ça, c'est révolutionnaire, ça va se développer dans de plus en plus d'outils, mais Notion est très en avance. Merci à tous.